Israël et Jérusalem sous tension dans la crainte de nouvelles attaques. Même si la journée a été plutôt calme, la psychose, elle, reste présente dans tout le pays et la sécurité toujours à un niveau très élevé. Et la polémique autour du sort de l'adolescent palestinien de 13 ans qui a poignardé plusieurs personnes à Jérusalem. Diffusion d'une vidéo sur son lit d'hôpital pour prouver aux Palestiniens qu'il est bel et bien vivant alors qu'ils accusent Israël de l'avoir exécuté. La Russie et Israël mettent en place une ligne directe pour éviter tout incident dans le ciel syrien. Les deux armées de l'air vont coopérer. Et Moscou aimerait d'ailleurs que les États-Unis en fassent autant. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, une journée de calme, enfin la première depuis le début de cette vague de terreur en Israël. Aucune attaque recensée jusqu'à maintenant, mais la psychose, elle, reste évidemment très présente, à tel point que la moindre suspicion peut déclencher immédiatement des déploiements particulièrement spectaculaires. Le récit de cette journée, Julia Ganancia. Les fausses alertes se multiplient en Israël et la psychose se propage. Il est 10h30 ce jeudi matin quand les autorités annoncent être à la recherche d'un véhicule suspect dans la région de Tel Aviv. Deux hommes sont soupçonnés d'être sur le point de commettre une attaque. Très vite, la police est à leur trousse et la panique s'installe. Au pied des tours Azrieli, les routes sont bloquées et des checkpoints sont improvisés pour fouiller des véhicules. Toute la zone est bouclée pendant plus d'une heure, provoquant des embouteillages monstres. La traque se termine finalement dans le secteur de Givata'im. Les deux suspects sont arrêtés et interrogés par les services de sécurité intérieure, puis finalement relâchés en début d'après-midi. Même confusion à Haïfa, cette fois dans un train. En fin de matinée, des soldats repèrent une personne au comportement suspect et pensent qu'il risque de commettre une attaque au couteau. L'un d'eux décide alors de tirer en l'air avec son arme de service. Le train est arrêté puis évacué au milieu de la panique. Il s'agit en fait d'une fausse alerte. Depuis le 1er octobre, la flambée de violence a fait 7 morts parmi les Israéliens. La plupart des attentats sont commis à l'arme blanche. Et on vous parlait justement de cet afflux d'Israéliens constaté dans les cours de self-défense au cours des derniers jours. Eh bien, les armes à feu aussi ressortent à la ceinture de ceux qui en ont le permis. Des mesures ont d'ailleurs été prises pour faciliter le port d'armes. Reportage à Jérusalem, Mathias Inbar. Jérusalem. Des personnes attablées en extérieur dans un restaurant, des rues bondées. On est loin de l'image d'une ville morte, mise sous tension par plus d'une dizaine d'attaques au couteau. Mais à quelques dizaines de mètres de cette rue commerçante, le contraste est saisissant. Nous sommes dans une armurerie, car face à ces attaques, ce sont des civils qui pour la plupart interviennent pour maîtriser les terroristes. Le ministre de la Sécurité intérieure a ainsi décidé de faciliter l'obtention de ports d'armes. Depuis, ce magasin ne désemplit pas. Tu as vu ce qui se passe dehors, les gens sont pétrifiés, les gens ont un large choix de capsules de gaz poivré et lacrymogènes, et pour ceux qui en ont le droit, nous leur vendons des armes, ce qui les rassure. Ce qui se passe, c'est que certains avaient un permis et prenaient leur temps avant d'acheter une arme. Désormais, ils viennent tous d'un coup. Les réglementations sont toutefois très strictes. Seuls les gradés dans les forces de sécurité et les habitants des implantations ont le droit de se procurer une arme. D'autant qu'il faut plusieurs mois avant d'en obtenir le droit. Les nouvelles directives ne s'appliquent donc pas à tous les civils. Est-ce suffisant pour rassurer les détracteurs qui craignent que les Israéliens aient un usage trop rapide de la gâchette ? Si quelqu'un possède une arme, c'est tout à fait naturel de la porter. En temps de paix, pas de problème qu'elle soit dans un coffre-fort. Mais là, on est dans une situation de violence. Nos stands de tir servent à entraîner les gens à savoir se défendre, pas à attaquer. Aaron vit à Bétar, une implantation du sud de la Cisjordanie. Il vient aujourd'hui réparer son arme, presque par défaut, nous dit-il.
Qui veut d'une arme? C'est dangereux. Elle est à la maison, à côté de mes enfants. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais c'est une question de survie. Il faut survivre, vivre et se protéger. N'importe quel être humain ferait tout ce qu'il peut pour se protéger. C'est tout. Une question de survie pour ces citoyens. Pour autant, on est encore loin d'être au Far West. Alors, avant de retrouver tout à l'heure nos envoyés spéciaux, on va s'arrêter d'abord sur les circonstances diplomatiques qui entourent cette vague de terreur, car les événements se sont précipités depuis hier. Dror Even-Sapir est avec nous, bonsoir, analyste politique. Nadia Ellis nous rejoint également, bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv et spécialiste dans l'analyse du discours, et c'est vrai que les mots ont leur importance depuis quelques jours. Dror, on va d'abord s'intéresser à des propos tenus à Washington et qui ont encore une fois passablement énervé en Israël. Ça concerne ce que les Américains appellent un recours excessif à l'usage de la force. En effet, alors on sait, Jean-Charles, que le département d'État, c'est-à-dire la diplomatie américaine, a toujours été plutôt critique vis-à-vis des positions israéliennes. Mais ces dernières semaines, on a l'impression que cette critique est véritablement montée d'un cran. John Kirby, le porte-parole du département d'État, devait... Confondre avec John Kerry. À ne pas confondre avec John Kerry. John Kerry qui est son ministre de tutelle. John Kirby, donc, devait apporter des précisions, justement, sur les propos tenus par John Kerry, cette fois. Les propos selon lesquels, on en avait parlé hier, sur ce même plateau, selon lesquels les constructions dans les implantations seraient responsables de la vague de violence actuelle. On a dit hier à quel point c'était très éloigné de la réalité, de l'aveu même des terroristes. Ce n'est pas les constructions dans les implantations qui les préoccupent, c'est ce qui se passe, ce qui devrait se passer sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, le non-respect, l'irrespect du statu quo selon la propagande palestinienne et plus précisément selon la propagande islamiste. Passons. Kirby devait apporter des précisions en disant que John Kerry n'a pas vraiment voulu rendre responsable les constructions dans les implantations de la vague de violence actuelle, mais il en a rajouté dans la confusion puisque John Kirby a annoncé que l'usage de la force avait été immodéré de la part des forces de sécurité israéliennes. On va l'écouter tout de suite. Il y a de toute évidence des personnes des deux côtés qui se sont montrées capables et à nos yeux coupables d'actes de terrorisme. Nous avons bien sûr lu des rapports sur des activités sécuritaires qui pourraient potentiellement indiquer un usage disproportionné de la force. Nous sommes toujours très inquiets quand il y a des rapports sérieux indiquant un usage excessif de la force contre des civils. Voilà, c'est très curieux parce que de la vie générale, même de la vie des opposants en Israël, l'armée israélienne et les dirigeants civils israéliens ont tout fait pour que les pertes du côté palestinien soient les moins nombreuses possibles, tout simplement parce que de nombreuses morts côté palestinien auraient entraîné là un véritable embrasement non seulement de Jérusalem-Est, mais également de la Cisjordanie et également du secteur arabe en Israël. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu des morts assez nombreux dans la bande de Gaza, mais très rapidement, l'armée est passée à l'usage de gaz lacrymogène pour disperser les émeutiers palestiniens qui étaient parvenus, on s'en souvient, à franchir la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Et lorsque les forces de sécurité israéliennes ont eu affaire aux émeutiers palestiniens en Cisjordanie, là aussi, l'usage de la force a été effectivement modéré, retenu, en accord total avec les consignes données par Netanyahou et son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Donc, deuxième confusion de la part du porte-parole du département d'État, mais il n'en est pas ni à sa deuxième ni à sa première confusion, puisque je peux vous en citer une troisième. Ce même John Kirby, donc, ce même John Kirby a affirmé que le fameux statu quo sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées n'avait pas été respecté. Il l'a dit hier et aujourd'hui sur son compte Twitter, il a dû faire amende honorable en disant que c'était pas du tout ce qu'il avait voulu formuler, que le statu quo était respecté, que sa langue avait fourché. On a du mal à s'y retrouver, on a du mal à comprendre justement ce qui est derrière cette confusion. Sans doute les très mauvaises relations entre Washington et Jérusalem, entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, peut-être aussi un déficit au niveau de l'information, au niveau des services de renseignement américains, mais sans doute aussi une volonté d'adopter un langage plus sévère vis-à-vis d'Israël.
Et ça, encore une fois, on l'a dit hier, et c'est plutôt inquiétant pour la diplomatie israélienne. Alors, un mot là-dessus, Nadia Ellis, parce qu'on a évidemment d'autres sujets à aborder là-dessus, mais quand même un mot sur cette rhétorique américaine. Et déjà, je rajouterais un autre point, c'est un désir d'équidistance que l'on voit dans la diplomatie américaine depuis quelques temps, qui est presque inquiétant. Ce sont les temps où les Américains exprimaient un soutien absolument total vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis des réponses israéliennes est loin. On sent presque la nostalgie de ces moments-là, parce que effectivement, la diplomatie américaine, qui évidemment ne doit pas avoir trop de problèmes à savoir s'exprimer, mais ils n'y arrivent pas en fait, parce qu'ils essayent de se placer de manière équilibrée entre les Palestiniens et les Israéliens. Ils y arrivent très mal. Évidemment, Israël, c'est l'allié, donc dès qu'on se fâche en Israël, ils essayent de faire marche arrière. Ça marche très mal. Et oui, c'est le résultat sans doute aussi de ce qui se passe, des relations très mauvaises, ou en tout cas pas aussi bonnes, entre Obama et Netanyahou aujourd'hui. Peut-être aussi du fait que dans l'ensemble des dossiers moyen-orientaux, la diplomatie américaine, la diplomatie de l'administration Obama est allée d'échec en échec, de déconvenue en déconvenue. On l'a vu bien évidemment dans la manière de gérer le printemps arabe et ses conséquences. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Syrie, avec le soutien aux rebelles syriens modérés, non islamistes, qui s'est avéré être un fiasco total du côté américain. Les Russes se sont engouffrés dans la brèche. Donc on a l'impression que les Américains, échaudés par leurs échecs successifs au Moyen-Orient, ont décidé peut-être de tourner le dos au dossier israélo-palestinien, même si John Kerry a annoncé qu'il allait se rendre prochainement dans la région, sans annoncer de date, sans annoncer non plus d'objectifs très précis à cette visite. Et il se murmure que John Kerry aurait l'intention d'organiser un sommet tripartite avec Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahu et le roi Abdallah de Jordanie à Amman, en Jordanie. On voit mal dans l'état actuel des choses, on voit mal dans l'état actuel de défiance qui existe entre non seulement les leaders palestiniens et israéliens, mais également les populations. On voit mal dans quelles conditions ce sommet pourrait s'organiser, d'autant plus que l'administration américaine est de plus en plus discréditée aux yeux des dirigeants israéliens. Alors, il y a un autre dossier qui a organisé aussi et alimenté une polémique. C'est évidemment cette fameuse affaire du terroriste palestinien âgé de 13 ans, cet adolescent que Mahmoud Abbas a dénoncé hier comme ayant été exécuté dans la rue par Israël. Les Israéliens, eux, ont répondu en diffusant la vidéo de la scène de l'attentat commis par cet adolescent. Et puis, aujourd'hui, nouvelle étape dans cette guerre des images avec une nouvelle vidéo diffusée, cette fois côté israélien. Joseph Emmanuel. Il est bel et bien vivant. Il est soigné dans l'hôpital israélien En Kerem à Jérusalem et les médecins affirment qu'il ira bien. Il est hospitalisé dans l'un de nos services, dans un état modéré, voire léger. Il est bien soigné. Nous pensons qu'il pourra sortir dans les prochains jours. Ahmed Manassra, 13 ans, et son cousin, 15 ans, ont été neutralisés par les forces de police israéliennes. Nous sommes lundi et les deux cousins viennent de poignarder un garçon israélien, à peu près du même âge qu'eux. Bien loin de la version palestinienne, car immédiatement après l'attaque, les réseaux sociaux s'emparent de l'image de l'adolescent à terre pour en faire un symbole sur la toile palestinienne, mais également chez de nombreux Arabes israéliens. On ne parle pas de l'attaque au poignard qui vient d'être commise, mais on accuse au contraire la police israélienne d'avoir exécuté de sang-froid Ahmed et son cousin. Les accusations sont graves. La réponse de la police israélienne ne tarde pas. Elle a tout simplement diffusé des images de vidéosurveillance. On y voit les deux jeunes Palestiniens marcher calmement dans la rue, puis réapparaître armés de couteaux. Ils poignardent un premier passant. L'homme, grièvement blessé, réussit à s'échapper. Les deux cousins poursuivent leur périple meurtrier, armes toujours visibles en main. À cet instant, un jeune adolescent israélien sort d'une épicerie et remonte sur son vélo. Il est violemment projeté à terre et poignardé par les deux adolescents. Blessé au cou, le jeune Israélien est transféré à l'hôpital dans un état critique. Il lutte toujours contre la mort. Sur les dernières images, on voit l'un des deux terroristes se jeter couteau levé vers les forces de l'ordre qui ouvrent alors le feu. Ahmed est blessé. Dans les minutes qui suivent la diffusion de cette vidéo, les réseaux sociaux cessent de parler de cette affaire.
ce qui n'est pas le cas de Mahmoud Abbas. Il s'adressait aux siens mercredi soir comme si ces vidéosurveillances n'existaient pas, comme si aucune attaque au couteau n'avait eu lieu. Nous ne céderons pas face à la force brutale à l'occupation et à l'agression menée par le gouvernement israélien et ses colons, qui pratiquent le terrorisme contre notre peuple et exécutent nos fils de sang-froid, comme ils l'ont fait avec le petit Ahmed Manassra. Mahmoud Abbas accuse donc Israël d'avoir exécuté le jeune Ahmed Manassra, pourtant bel et bien vivant, un détail qui n'échappe pas au Premier ministre israélien. Hier, le président palestinien a accusé Israël d'avoir exécuté un adolescent palestinien inoffensif et innocent. Alors voici la vérité. Premièrement, il n'est pas mort, il vit. Deuxièmement, il n'est pas inoffensif. Enfin, il n'est pas innocent. Il a tenté d'assassiner un adolescent de 13 ans qui roulait à vélo. Et c'est lui le véritable innocent. Un détail qui n'a pas non plus échappé à la presse israélienne. Ce matin, elle titrait sans confusion possible « Mahmoud Abbas, menteur ». Et face à des dizaines d'articles qui accusent le Raïs palestinien de mensonge, Mahmoud Abbas aurait quelque peu tempéré ses propos. Alors on va se rendre justement à l'hôpital Hadassah de Jérusalem où est soigné cet adolescent palestinien, donc auteur de cette attaque terroriste. Cyril Amar, bonsoir. On va d'abord avec vous faire un point sur ces blessés victimes d'attaques qui sont soignés dans cet hôpital. Où en est-on justement de ce bilan de toutes ces attaques ? Oui, on peut dresser ce soir, Jean-Charles, un premier bilan des 3 dernières attaques qui ont fait plusieurs blessés ici à Jérusalem. Dans cet hôpital Hadassah sont soignés en premier lieu les blessés de l'attentat perpétré dans le quartier d'Armanati, l'attentat contre un bus à l'arme à feu et au couteau. Un homme de 79 ans est toujours hospitalisé ici dans un état très critique. Une autre femme de 69 ans qui a perdu d'ailleurs son mari durant l'attentat, Shoshana Habib, est hospitalisée également dans un état grave mais stable. Voilà pour ce qui est du premier attentat contre le bus. Deuxième attentat, celui perpétré par Abu Jamal dans le quartier juif ultra-orthodoxe dans la rue des rois d'Israël. L'attentat à la voiture bélier qui avait fait un mort, je vous le rappelle. L'un des blessés est toujours soigné ici. Il est encore dans un état grave. Il a 79 ans. Voilà pour les 2 premiers attentats. Et puis le troisième attentat, c'est celui dont tout le monde a parlé aujourd'hui, dans le quartier de Pisgat Ze'ev. Cet attentat perpétré donc par 2 adolescents palestiniens avec un blessé grave de 21 ans qui est toujours hospitalisé ici en soins intensifs. Il est dans un état grave mais stable. Et puis évidemment l'histoire du jour, celle dont tout le monde a parlé, Jean-Charles, c'est cette histoire qui résume à elle seule finalement peut-être la tragédie et la complexité du conflit israélo-palestinien. Lundi matin, 2 jeunes adolescents sortent de chez eux. Ils quittent leur domicile. L'un est juif, l'autre est arabe. Le premier a un vélo, le second prend un couteau. La rencontre est sanglante et les 2, Jean-Charles, sont ce soir hospitalisés dans cet hôpital d'Hadassah Kerem qui se trouve derrière moi. Voilà la complexité du conflit israélo-palestinien. Ahmed Manassra qui a été neutralisé par les forces de police, lui, va de mieux en mieux. On l'a entendu, on l'a vu dans le sujet. Nahor Shilav, lui, l'adolescent de 13 ans, juif israélien, est toujours dans un état critique. Il est entre la vie et la mort. Il est toujours en soins intensifs ici dans cet hôpital d'Hadassah Kerem. Merci Cyril Amar. On vous retrouvera un petit peu plus tard évidemment devant donc cet hôpital et puis à Jérusalem où la journée pour une fois a été calme. Alors je voudrais qu'on s'arrête évidemment avec vous Dror et Nadia sur cette guerre des images puisqu'il y a eu tout à l'heure ce qu'on a vécu en direct sur notre antenne, c'est-à-dire la riposte médiatique de Netanyahou à destination de la presse étrangère avec cet écran où il a voulu expliquer un petit peu pourquoi Abbas mentait. D'abord pourquoi il y a une telle différence d'interprétation selon vous Nadia entre la vision qu'apporte Abbas de cet événement et celle qu'en ont les Israéliens? Déjà, il ne faut pas oublier qu'Abbas est un homme politique qui s'adresse à son peuple, à sa population et à des gens auprès desquels il faut qu'il obtienne un consensus. On a tendance à oublier que cet homme ne s'adresse pas ni à Israël, ni à la communauté internationale d'abord, il s'adresse aux Palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas dupes, ils savent très bien ce qui se passe, ils savent très bien qu'il y a des attentats au couteau. Alors, la stratégie en fait communicative d'Abbas vis-à-vis de son peuple est celle de pouvoir montrer qu'Israël est toujours
pire. C'est-à-dire que même quand il se passe quelque chose qui est aux yeux des Israéliens absolument injustifiable, comme un attentat au couteau, comme un attentat tout court, et certainement il y a des Palestiniens qui ne sont pas d'accord avec ce genre d'action, eh bien il faut quand même montrer qu'Israël se conduit pire. Et c'est là, et c'est tout à fait visible, et c'est même assez clair dans son discours d'hier soir, il n'essaye pas de retourner vraiment le bourreau en victime et la victime en bourreau, comme l'a dit le président Rivlin aujourd'hui. Il essaye de faire glisser en fait la perception de l'événement. Comment il le fait? En parlant justement d'exécution sommaire, il emploie un vocabulaire en fait de tyrannie. Donc ce garçon, c'est vrai, il est sorti avec un couteau, ce garçon, il a pu faire ce qu'il a fait, mais nous, les Israéliens, enfin eux, ils se conduisent en tribunal sommaire en fait. Ils agissent avec une violence évidemment disproportionnée, ce qui est un thème qui est repris après, et par la presse, et par la diplomatie américaine, comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est un thème qui est très cher à la propagande palestinienne, celui de la riposte disproportionnée d'Israël. Et en même temps, ce discours est repris aussi dans les médias sociaux. Donc ça, les réseaux sociaux, on l'a vu aussi tout à l'heure dans le reportage. Il y a un discours qui passe, qui tourne chez les Arabes et chez les pro-palestiniens dans les réseaux sociaux vis-à-vis de ces exécutions sommaires. Et c'est vraiment le vocabulaire qui est employé. Et on parle du garçon, mais on parle aussi de la femme qui avait été neutralisée, comme on dit en Israël, il y a quelques jours. Alors qui n'est pas morte exactement, mais c'est l'impression que la vidéo donne. Et en gros, ils disent, Israël, oui, c'est mal de faire des attentats, oui, c'est pas bien de tuer des innocents, mais les policiers, ils peuvent pas se placer en tribunal sommaire. Les policiers, ils peuvent pas se permettre de tuer et de décider à la place de la justice. Et c'est là qu'on glisse le concept qu'Israël est criminel, c'est un État criminel. Et évidemment, c'est comme ça qu'il a terminé son discours, d'ailleurs, Abbas hier, en disant que voilà, l'État d'Israël commet des crimes, encore une fois, contre le peuple palestinien, mais c'est un glissement qui est fait avec beaucoup de manière très maligne en fait. Il ne nie pas les attentats. Tout simplement, il les nomme pas parce qu'il se concentre sur la réaction d'Israël et il arrive à la faire passer pour une réaction disproportionnée, ce qui est évidemment pas juste. Et il faut se mettre aussi à la place de ces policiers et de ce qui se passe. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais de là vient la différente interprétation qu'il y a chez les Israéliens et chez les Palestiniens. Et le problème de communication des Israéliens et Netanyahou qui se place tout le temps, toujours, depuis des années, en tant qu'homme de vérité, qui apporte la vérité, que ce soit aux Nations Unies, que ce soit à la presse internationale, peu importe, il ne comprend pas que la vérité, c'est pas ce qui fait les nouvelles. C'est autre chose. Et donc déjà il a tort quand on voit un Premier ministre venir se justifier, comme il l'a fait tout à l'heure, on l'a vu en direct. Est-ce que c'est bien le rôle, justement, d'un Premier ministre, selon vous, de venir comme cela, dire, ben voilà, je vais vous dire ce qui s'est passé, le abassement, voilà ce qui s'est passé réellement. Est-ce que c'est le rôle d'un Premier ministre que de venir comme ça? Il ne l'a pas fait seul. Il y avait le porte-parole de la police, il y avait également le directeur de l'hôpital Hadassa Ent Khaeb, dans lequel est soigné ce jeune terroriste palestinien, donc des professionnels qui apportaient un poids objectif au discours essentiellement politique, bien évidemment, du Premier ministre israélien. On sait à quel point Benjamin Netanyahou est un bon communicant. On sait aussi à quel point la défense d'Israël dans les médias internationaux est presque une cause perdue, puisque les opinions publiques occidentales ont plutôt de la sympathie pour les Palestiniens. Dans cette phase actuelle du conflit israélo-palestinien, l'aspect sur lequel peut-être que les communicants israéliens auraient dû insister, c'est l'aspect religieux. Les motivations des terroristes de ces derniers jours sont avant tout religieuses islamistes. Et à mon sens en tout cas, cet aspect-là n'a pas été assez mis en avant. Parce que s'il avait été, il est moins visuel, mais s'il avait été mis en avant, eh bien, il aurait peut-être rencontré un écho favorable dans les opinions publiques occidentales qui craignent effectivement, elles aussi, les progrès de l'islamisme intégriste au Moyen-Orient, mais aussi chez eux, en Europe, voire même dans une certaine mesure, dans une moindre mesure aux États-Unis. Benjamin Netanyahou, bon communicant, on le sait, l'image d'Israël n'est pas très très bonne dans les pays occidentaux, on le sait également. Ce que Netanyahou a fait tout à l'heure en s'exprimant devant les correspondants de presse étrangers, c'est un exercice régulier qui est régulièrement donné lorsque le conflit prend...
on verra comment demain les journaux internationaux, la presse internationale, les télés internationales vont traiter des éléments d'information donnés par Benjamin Netanyahou et les autres responsables israéliens qui se sont exprimés tout à l'heure. Le problème, c'est que l'opinion publique occidentale a déjà un a priori en faveur des Palestiniens. Nadia ? Oui, le biais des médias anti-Israël et pro-palestinien est clair. C'est vrai que ça donne un peu l'impression d'être une cause perdue. Bien sûr, on fait bien d'essayer de montrer la vérité. Ça ne marche pas toujours. Je ne sais pas, en tout cas la démenti d'une nouvelle a toujours moins de poids que la nouvelle en elle-même. Il faut voir vraiment comment ça va être pris et espérer que ça marche, mais ce sera une goutte dans l'eau malheureusement. Alors on va aller à Jérusalem justement, mais cette fois dans la partie est, devant l'un des quartiers de Jérusalem-Est qui est maintenant sous étroite surveillance en raison de cette vague d'attentats. Maxime Pérez, vous êtes sur place à Issaouia, comme on le voit juste derrière vous. Bonsoir Maxime. Donc là, c'est un des quartiers justement qui est désormais sous étroite surveillance. Absolument, c'est un des quartiers qui est concerné par ces mesures exceptionnelles ordonnées par les autorités israéliennes hier, après cette série d'attentats qui a frappé Israël. Même si on peut parler ce soir de légère accalmie, la journée n'a pas encore été à ce stade marquée par des attentats, ce qui est une première depuis une quinzaine de jours. Toujours est-il que la police israélienne attribue en partie cette accalmie à ce dispositif. Il y a derrière moi à la fois des réservistes issus de l'unité des gardes-frontières, mais aussi des forces anti-émeutes qui, de manière ponctuelle, pénètrent à l'intérieur de ce quartier d'Issaouia, à la fois pour faire acte de présence, mais aussi pour mener, s'il le faut, des arrestations préventives, car il y a de temps à autre des heurts sporadiques extrêmement mineurs pour le moment. Néanmoins, du propre avis de la population palestinienne, ces mesures ne sont pas à même de ramener le calme. Il y a de la frustration. On voit de temps à autre les Palestiniens du quartier d'Issaouia revenir ou aller avec leurs sacs de provisions parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leur voiture. Vous le voyez derrière moi, ces blocs de béton limitent tout de même la circulation de ces Palestiniens. Maxime, il y aura peut-être très bientôt des premières démolitions de maisons des terroristes impliqués dans les récents attentats. Oui, conformément aux instructions de Benjamin Netanyahou, le gouvernement israélien a décidé d'accélérer le processus de démolition de maisons appartenant à des terroristes qui ont mené des attentats. Alors pas forcément les attentats qui ont été menés contre des Israéliens ces 10 derniers jours, mais des attentats antérieurs, notamment ceux menés l'été dernier après, vous vous rappelez, ces heurts qui s'étaient déroulés à Jérusalem-Est après la mort de ce jeune Palestinien, Mohamed Aboudir. Il y avait eu également un certain nombre d'attaques à la voiture bélier. Eh bien, ce sont ces Palestiniens, ces terroristes qui sont concernés par ces démolitions. Mais évidemment, les auteurs d'attaques tout à fait récentes devront également répondre eux aussi être concernés par ces mesures, puisque le gouvernement israélien parle d'un délai de quelques semaines tout au plus pour que l'ensemble des auteurs de ces attentats, en tout cas ceux concernant le début du mois d'octobre, soient sanctionnés. Merci Maxime Pérez. On vous retrouve un petit peu plus tard en direct de Jérusalem, où donc pour l'instant eh bien, la journée se confirme en tout cas comme étant la plus calme depuis bien longtemps. Merci à vous Nadia Ellis, merci Dror Even-Sapir. Suite dans un instant du Grand Direct avec un débat justement concernant cette situation. À tout de suite. Journée calme, la première depuis bien longtemps en Israël. Aucune attaque à déplorer jusqu'à maintenant, mais bien sûr les mesures de sécurité restent à un niveau très élevé, notamment à Jérusalem. Et dans ce contexte, la polémique autour du sort de l'adolescent palestinien de 13 ans responsable d'une attaque au couteau. La semaine dernière, Mahmoud Abbas accusait Israël de l'avoir exécuté froidement. Vidéo diffusée aujourd'hui par le gouvernement israélien de cet adolescent qui récupère de ses blessures sur son lit d'hôpital. Et puis Israël et la Russie vont mettre en place une ligne directe pour éviter tout incident dans le ciel syrien où les aviations des deux pays sont actuellement en opération en lien évidemment avec le conflit en Syrie.
3 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui après avoir emprunté un tunnel de contrebande entre Gaza et l'Égypte dans la zone de Rafah. Gaza, où des affrontements avec l'armée israélienne ont encore eu lieu ce soir. Et on signale d'ailleurs un blessé grave côté palestinien. Des manifestants qui tentent, comme à peu près depuis chaque jour cette semaine, de franchir les clôtures de sécurité. Et l'armée israélienne a d'ailleurs décidé de repenser toute cette zone frontalière. Anthony Lesme. Depuis une semaine, ils sont plusieurs dizaines à tenter de rentrer en Israël. Repoussés quotidiennement par les soldats de l'État hébreu, parfois mortellement, ces jeunes Gazaouis souhaitent leur part de combat dans ce nouveau soulèvement qu'ils appellent de leur vœu. Nous manifestons aujourd'hui près du passage de Beth Hanoun au nord de Gaza pour dire que la Cisjordanie ne participe pas toute seule à l'intifada de Jérusalem. La bande de Gaza et la Cisjordanie forment un seul corps et vont poursuivre l'intifada de Jérusalem. Le Hamas laisse faire ses jeunes mais ne tolère aucun tir sur Israël. Si quelques roquettes ont été lancées ces dernières semaines, le Hamas a nié les avoir lancées. Israël a tout de même lancé un raid, explosant des munitions du Hamas selon Tsahal et tuant 2 civils, une femme et un enfant selon les Palestiniens. Malgré ses appels à la violence, l'organisation terroriste ne souhaiterait pas a priori une nouvelle confrontation militaire, un an seulement après la dernière guerre. Pour autant, l'État hébreu reste méfiant. De nouvelles unités ont été dépêchées le long de la frontière. Et en discussion, le projet de construire une nouvelle clôture de séparation plus imposante, à l'image de celle qui sépare Israël de l'Égypte. Alors, on a parlé de Jérusalem, évidemment, et de cette psychose et de ce climat sécuritaire, mais il y a également un autre aspect de la vie à Jérusalem, témoin ce très important congrès consacré à l'espace qui se tient actuellement avec des savants venus du monde entier. En dépit de la vague d'attentats, tous sont au rendez-vous et d'importants contrats ont d'ailleurs été signés. Maël Benoliel. L'ambiance est électrique à l'extérieur, beaucoup plus détendue à l'intérieur. Difficile d'imaginer que le 66e congrès international sur l'espace, qui prend place du côté de Jérusalem, se tient alors même que la capitale israélienne est le théâtre d'une vingtaine d'attaques à l'arme blanche depuis le 1er octobre. Cela n'a en tout cas pas empêché le patron de la NASA en personne, Charles Bolden, de faire le déplacement. Un grand shalom à toutes les personnes ici. Il faut dire que cet ancien astronaute qui a passé plusieurs semaines dans l'espace en a vu d'autres. C'est un jour important pour les États-Unis et pour Israël. Et pour cause, la NASA s'apprête à signer un partenariat avec son alter ego israélien, l'ISA, l'agence spatiale israélienne. Le but, préparer au mieux un prochain voyage sur Mars. Cela va nous permettre d'obtenir votre expertise. Tout le monde reconnaît votre savoir dans l'innovation et le développement technologique. Et quand nous parlons de voyager sur Mars, c'est exactement ce dont nous avons besoin. La nouvelle technologie amène avec elle des explorations nouvelles. Nous ne pouvons pas faire les choses que nous voulons. Nous ne pouvons pas nous rendre où nous voulons nous rendre sans développer de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes. Un partenariat accueilli évidemment avec beaucoup d'enthousiasme de la part de son homologue israélien, surtout dans ces temps difficiles. Cet accord est très important pour nous, d'autant plus que ça n'est pas si évident de se rendre en Israël à un moment où la tension est à son comble, donc nous apprécions vraiment beaucoup. Ce n'est pas la première fois qu'un accord est conclu entre l'agence gouvernementale américaine et israélienne. Entre 1996 et 2005 déjà, les deux agences spatiales avaient collaboré dans les domaines de l'exploration et de la recherche spatiale. Mais ce nouvel accord offre de nouvelles perspectives. Des missions conjointes, des échanges de personnel et d'informations scientifiques, des programmes éducatifs communs et d'autres plateformes d'échange en recherche spatiale. Alors que les routes qui mènent à Jérusalem-Est sont pour le moment fermées, celle qui mène à Mars semble, elle, bel et bien s'ouvrir. Voilà, c'est peut-être dans l'espace qu'est la solution au conflit israélo-palestinien. En tout cas, on a vu cette image de drapeau américain et israélien côte à côte. Les dernières 24 heures ont montré quand même quelques signes de tension à propos de ce qui se passe ici. On va en parler notamment avec nos invités. Bonsoir, Dr Rafi Walden. Vous êtes le président de Médecins pour les droits de l'homme. Bonsoir à vous, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé tout à l'heure, par exemple, avec Benjamin Netanyahou qui vient
expliquer eh bien, pourquoi l'usage de la force par Israël n'est pas excessif, comme l'ont dit les Américains, pourquoi Mahmoud Abbas dit des mensonges et pas Israël. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle d'un Premier ministre? Et pourquoi d'ailleurs Israël a-t-il toujours besoin de se justifier quand il y a des événements sécuritaires ici? Ce n'est pas toujours le cas d'autres pays qui ont aussi ce genre de problème. Rafi Valden. Je crois que c'est tout à fait à notre honneur que nous, on exige qu'on se justifie. Il y a des choses qu'on n'exige pas des Syriens ou de Boko Haram au Nigeria et dans d'autres pays. Le fait que nous faisons partie des nations, disons, du monde occidental, ça veut dire qu'on attend de nous une certaine conduite qu'on n'attend pas d'autres pays ou d'autres minorités ou d'autres organismes de terrorisme dans le monde, surtout au Moyen-Orient. Vous êtes d'accord, Manuel Navon? Netanyahou a bien fait de venir expliquer tout à l'heure pourquoi Abbas était le menteur, comme l'ont titré les journaux israéliens aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il est Premier ministre d'Israël, il a été élu pour représenter et défendre le pays, et il l'a fait dans un contexte qui l'exigeait. Parce que je vous rappelle que la veille au soir, Mahmoud Abbas a tenu des propos mensongers à la télévision palestinienne, non seulement en accusant Israël d'avoir tué un terroriste qui n'a pas été tué, qui est traité dans les hôpitaux israéliens par Israël, mais a finalement créé une espèce d'équivalence morale entre un terroriste qui a poignardé avec intention de tuer 2 adolescents israéliens et leurs victimes. Donc il était important de mettre les points sur les i, comme on dit, de dire les choses, et surtout dans le contexte des remarques particulièrement inopportunes, pour ne pas dire niaises, du secrétaire d'État américain et de son porte-parole, qui ont parlé d'un usage excessif de la force. Qu'est-ce qu'un officier de police est censé faire ou un policier est censé faire lorsqu'il voit un terroriste poignarder un citoyen? Lui demander de cesser? Est-ce qu'un policier américain agirait autrement? C'était des propos graves. Et je pense que le Premier ministre avait le devoir et a eu raison de rappeler aux États-Unis que nous sommes un pays allié. Et vous parliez tout à l'heure de ce qu'on attend d'un pays démocratique. Très bien, mais il faut qu'il y ait le même standard pour Israël en tant qu'État pays démocratique et occidental et les autres pays démocratiques et occidentaux. Or, souvent, il y a 3 standards. Un standard pour les dictatures et les organisations terroristes, un standard pour les démocraties et un 3e standard pour Israël où on en demande plus finalement que ce que font les États-Unis en Afghanistan ou ailleurs. Et donc, il faut exiger un même standard pour Israël et pour les autres pays démocratiques. Nous sommes fiers et nous avons raison d'être fiers de notre comportement. Mais il faut également rappeler aux pays occidentaux de garder le même standard pour Israël et pour les autres pays démocratiques et ne pas en créer un 3e, ce qu'ils font souvent. Rafi Valden, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que le standard qu'il faut établir, c'est un standard très élevé auquel nous devons nous conformer. D'ailleurs, quand il s'agit d'usage de force, il y a quand même des images qui sont assez troublantes. Vous vous souvenez peut-être de l'image de cette jeune palestinienne, israélienne d'ailleurs, de Nazareth, qui brandissait un poignard, c'est vrai, mais qui était entourée de 6 soldats qui pointaient les armes envers elle. Elle ne mettait aucun d'eux en danger. Il n'y avait aucun danger qu'elle les attaque avec 6 fusils poignés. Et quand même, on a décidé de tirer sur elle. Je crois que c'était absolument superflu. Ça, c'est un très mauvais exemple. Il y a des cas où l'usage de la force a été excessif. Absolument, absolument. Il y a des cas où et maintenant, il faut penser aussi, en plus de l'aspect moral, il faut penser que tout ça passe à la télévision. Tout ça est vu dans les chaînes, etc. Et là, il faut penser à ça aussi. Ça cause des dégâts considérables à l'image d'Israël, en plus de l'aspect moral. Donc il faudrait quoi? Il faudrait justement, dans certains cas, peut-être qu'on a été trop loin. Vous êtes d'accord? Écoutez, il y a parfois des bavures. Vous savez, lorsque on se trouve dans une situation, un policier ou un soldat se trouve dans une situation où ce sont des questions de vie ou de mort, nous sommes maintenant sur un plateau de télévision climatisé en train de discuter philosophiquement de ces questions, mais quand on est sur le terrain et qu'on a géré des questions de vie ou de mort, on n'est pas toujours en mesure de faire le bon jugement quand il faut sauver la vie des gens. Maintenant, on est effectivement, vous l'avez dit, à l'ère médiatique. Et dans cette ère médiatique, il y a souvent des mises en scène et des manipulations qui sont faites par les Palestiniens. Mahmoud Abbas, hier, a voulu nous faire croire, n'est-ce pas,
que ce terroriste de 13 ans avait été éliminé par Israël sans aucune raison. Mais il y a des manipulations médiatiques qui se répètent, on les a vues, ça a commencé avec la première guerre du Liban en 82, évidemment pendant la deuxième intifada, où le symbole par excellence a été l'affaire Al-Doura, mise en scène par le caméraman de Charles Anderlin, et qui a fait un tort énorme à Israël. Et ces manipulations, une fois qu'elles sont faites, c'est très difficile à réparer. Là aussi, différence entre Israël, pays démocratique, et régime non démocratique comme l'autorité palestinienne, nous ne faisons pas ça, ce genre de manipulation mensongère dans les médias. Ça fait partie également du talon d'Achille d'un pays démocratique. Il faut savoir effectivement se battre avec une main derrière le dos, comme l'avait dit une fois le président de la Cour suprême, Aaron Barak, mais ça ne signifie pas qu'il faille laisser passer les mensonges et les manipulations. Oui, je vous fais remarquer que la scène avec cette jeune palestinienne à Foula a été diffusée par la télévision israélienne, non pas par la télévision palestinienne. Et ça a été utilisé ensuite par les D'accord, oui, écoutez, on ne peut rien y faire. Il y a quand même une nuance entre l'intervention directe pour prévenir un meurtre et quand on tire sur un blessé qui est neutralisé et qui est déjà par terre sur le trottoir. On a vu ça aussi à la télévision israélienne. Donc je crois que dans ces cas-là, il y a un excès d'usage de force quand ce n'est pas absolument nécessaire. Alors, je voudrais qu'on évoque également un des autres aspects de cette vague de terreur. C'est à ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à Jérusalem-Est, où on a installé ces blocs de béton pour filtrer les entrées et les sorties. Est-ce que tout ça n'est pas en train d'acter finalement une séparation d'une ville qui ne peut pas être unifiée comme le voudraient peut-être certains en Israël? Est-ce qu'on n'est pas là en train de toucher les limites d'un projet qui est peut-être de l'utopie? Vous savez, de la même manière, comme on vient de le dire, que quand vous êtes sur le terrain, que vous faites face en tant que policier ou en tant que soldat à des situations de vie ou de mort, lorsqu'un gouvernement est face à une situation dans laquelle il y a des attentats quotidiens, le gouvernement a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum, ce qui, entre parenthèses, a été atteint ces 2 derniers jours, le nombre d'attentats. Les questions plus larges, on se les pose ensuite, mais pour l'instant, il y a des questions de vie et de mort. Savoir si cela va être interprété peut-être ou va être perçu comme une division de facto de Jérusalem, tout ça, ce sont des questions très intéressantes. Mais pour l'instant, nous sommes dans des questions de vie ou de mort, où le gouvernement fait son devoir. Et je rebondirai également, vous savez, sur le reportage très intéressant qui vient d'être publié, que vous venez de diffuser sur ce congrès international avec la NASA à Jérusalem. Il y a là aussi un symbole. C'est qu'à quelques kilomètres, vous avez ce congrès international où Israël est à la pointe de la technologie, signe un contrat avec la NASA, où le chef de la NASA vient en Israël en dépit de la situation sécuritaire. Et à quelques kilomètres, vous avez la partie est de Jérusalem qui s'apparente presque à Daesh et à la Syrie. Et lorsque Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, parlait d'Israël comme une villa dans la jungle, c'est beaucoup plus que cela. C'est une puissance de high-tech qui produit, qui crée, qui avance face à une société complètement moyenâgeuse qui a le culte de la violence et de la mort. Et là, il y a effectivement un clash de civilisation et nous sommes au cœur de ce clash. Bon, je crois que c'est une accusation très grave sur tout le Moyen-Orient, surtout les peuples arabes qui cultivent le culte de la mort, absolument pas. Je serais ravi de l'entendre. Ah oui, je connais beaucoup d'exceptions. Je vous donne une exception tout à fait récente. Dans ces situations aussi graves que nous vivons maintenant, dans le centre hospitalier, où je travaille, l'hôpital Sheba, nous avons eu cette semaine 11 médecins de Gaza, 11 chirurgiens, enfin chefs de service d'urgence à Gaza, qui sont venus pour un cours intensif de soins intensifs pour les services d'urgence, qui ont passé 3 jours chez nous. Et je dois vous dire que ça crée une atmosphère d'entente, je dirais même d'amitié et de compréhension extraordinaire. Vous savez, je circule beaucoup dans les territoires. Je suis dans l'organisation de Médecins pour le droit de l'homme. Nous avons une clinique, un dispensaire mobile qui se rend chaque semaine dans les territoires. J'ai des contacts directs, non pas avec les dirigeants, mais avec des centaines et des milliers de Palestiniens. Et je vous assure que ce qu'ils m'affirment tous,
sans exception. Pendant des années, je fais ça pendant 20 ans, ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est de vivre librement, de nourrir leur famille. Et ils ont beaucoup la nostalgie du bon temps avant la première intifada, quand ils venaient en Israël, quand ils travaillaient, ils gagnaient bien leur vie. Absolument. Ils invitèrent leurs employeurs. Avant que l'on crée l'autorité palestinienne qui a créé cette situation, mais vous ne faites que confirmer ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que la coopération médicale dont vous parlez, qui est très bien, c'est dans un hôpital israélien. Trouvez-moi un hôpital arabe dans le monde, arabo-musulman, où il y a des médecins juifs qui sont invités. Est-ce qu'il y a des unités mobiles médicales que vous venez de créer, qui sont des unités mobiles israéliennes? Est-ce qu'il y a des unités saoudiennes ou autres qui vont en Syrie aujourd'hui pour sauver les Arabes? Non, les réfugiés arabes ne vont même pas là-bas, ils ne sont même pas acceptés. Donc ce que vous décrivez est très bien, mais ce sont des initiatives israéliennes et il n'y a pas d'équivalent dans le monde arabe. Et c'est ça la tragédie du monde arabe. Je m'oppose d'une façon tout à fait catégorique à faire ces comparaisons. Je ne veux pas être comparé à la Syrie, je veux être comparé à la France, je veux être comparé au Danemark. Je dis que vous ne voyez pas, vous refusez de voir la différence. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est très bien, mais la tragédie, c'est que l'équivalent n'existe pas dans le monde arabe. Eh bien, je ne demande pas un équivalent du monde arabe, je demande que nous nous comportions d'une façon... Entièrement d'accord avec vous, mais ne soyez pas naïfs sur ceux qui nous entourent. Non, je ne suis pas naïf du tout, je connais très bien la situation au Moyen-Orient. Et je dois vous dire qu'il n'y a aucune excuse pour ces actes de terrorisme et de barbarie. Mais quelle est la solution? La solution, ce n'est pas de faire des discours inflammatoires, de blâmer les Palestiniens ou de les opprimer encore plus. Il y a des causes de base. Les causes de base qui causent l'inflammation actuelle du conflit, c'est vraiment la vie impossible, la vie misérable et humiliante des Palestiniens pendant 45 ans d'occupation israélienne. Ça, c'est le problème de base, c'est le problème de base qu'il faut considérer. Vous reprenez mot à mot la propagande palestinienne. Écoutez, ce qui se passe en ce moment à Jérusalem, c'est une répétition exactement de ce qui s'est passé en 1929 avec le meurtre de Juifs. Alors qu'il y avait une occupation à l'époque en 1929. Vous allez tout de suite évoquer l'Holocauste et la Shoah, n'est-ce pas? Je ne parle pas, c'est vous qui parlez de ça, je ne parle pas, je compare deux cas comparables, à savoir qu'en 1929, où il n'y avait pas de soi-disant occupation, le dirigeant palestinien de l'époque, Haj Amin al-Husseini, a fait le même usage cynique de la mosquée d'Al-Aqsa en accusant les Juifs de vouloir la souiller. C'est exactement ce que fait Mahmoud Abbas aujourd'hui. Tous les attentats, ceux qui les commettent, revendiquent en disant, ils expliquent leur motivation, ils ne disent pas qu'ils se battent pour établir un autre État arabe. Ils disent non, nous sommes venus pour venger la souillure d'Al-Aqsa. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Bon, c'est ce que vous présentez comme un fait. Mais je ne suis pas du tout d'accord que c'est un fait. Absolument pas. Vous savez, il y a 2 semaines, lorsque Etam et sa femme Neama Henkin ont été assassinés de sang-froid devant leurs 4 enfants, je le connaissais, c'était un étudiant à moi. Eh bien, ces meurtriers, c'était des gens du Hamas. Le Hamas ne se bat pas pour une solution de 2 États. Le Hamas est une organisation fondamentaliste qui se bat qui en appelle au meurtre de tous les Juifs, qui veut un État islamique sur toute la Palestine historique et sur tout le Proche-Orient. Donc ne nous trompons pas. Je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer de résoudre ce conflit, mais ne tombez pas dans le piège de la propagande arabe en disant c'est la cause. Parce que la cause profonde, c'est un fondamentalisme religieux. Et lorsque Mahmoud Abbas dit il faut venger Al-Aqsa, il faut libérer Al-Aqsa. C'est ça qui est évoqué par tous ces terroristes. Ils ne parlent pas de revendications politiques et de solutions politiques que nous essayons d'avoir depuis 22 ans. Et la solution que vous prenez depuis 1937, quand elle a été proposée la première fois par la commission Peel, elle ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique. Et parler à chaque fois de dire la solution. Malheureusement, cette solution, on n'arrive pas à la voir. Mais ne confondons pas la cause et les effets. Alors, je vous laisse répondre dans un instant, parce qu'effectivement, on touche là au cœur du problème, à savoir si c'est lié effectivement à un conflit politique ou religieux. Mais on va retourner à Jérusalem et notamment à l'hôpital Hadassah, où sont soignés la plupart des victimes de ces attentats. Cyril Amar, on vous retrouve pour faire avec vous un nouveau bilan, parce qu'on sait, et c'est la particularité de l'établissement qui se trouve derrière, où que se trouvent à la fois là les victimes de ces attaques au couteau, les dernières, et puis également quelques-uns des terroristes qui ont mené ces attaques et qui sont soignés dans cet hôpital. Et oui, c'est peut-être le signe de toute la complexité et de toute la tragédie de ce conflit israélo-palestinien. Quasiment aux mêmes étages sont soignés ce soir Ahmed Mansara, le jeune terroriste qui a poignardé grièvement 2 Israéliens lundi dernier. Et puis, donc, vous l'avez dit, cette jeune victime de 13 ans, Nahor Shilav, qui est toujours entre la vie et la mort dans les soins intensifs ici dans cet hôpital d'Hadassah Ein Kerem. Un hôpital qui est composé d'une certaine mixité sociale.
médical communautaire, puisque à la fois les patients mais également les équipes soignantes, eh bien, elles sont composées de juifs et d'arabes. Il n'est pas rare de voir ici des chefs de service d'origine arabe soigner des patients juifs ultra-orthodoxes ou bien le contraire. Donc vous voyez, c'est très complexe comme situation. Et pour ce qui est du bilan, évidemment, 3 attentats en moins d'une semaine dont les blessés sont arrivés ici à cet hôpital Nkerem. Ce que le porte-parole nous dit ce soir, eh bien, c'est qu'il y a un homme âgé de 76 ans qui est toujours dans un état critique. Il a été grièvement blessé lors de la double attaque à l'arme à feu et au couteau contre un bus perpétré dans le quartier d'Armon HaNatziv à Jérusalem. Une autre personne, malheureusement la femme d'une des victimes de cet attentat, est toujours hospitalisée dans un état grave mais stable. Et puis il y a cet attentat à la voiture bélier perpétré dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Mea Shearim qui a fait un mort, vous le savez, et dont un des blessés est toujours hospitalisé ici dans un état grave mais stable lui aussi. Et puis vous en avez parlé très certainement, on en a parlé sur notre antenne et puis dans votre édition, cet attentat de Pisgat Ze'ev perpétré par ce jeune Ahmed Mansara et dont les victimes sont ici, et le bourreau également, le terroriste qui a poignardé grièvement ces 2 civils israéliens est également hospitalisé ici ce soir. Un mot sur la situation à Jérusalem cette fois, Cyril. La journée a été étonnamment calme parce qu'on avait hélas l'habitude de ces attaques quotidiennes. Oui, 25 heures sans aucun incident enregistré ici à Jérusalem. C'est un fait plutôt rare depuis le 1er octobre, depuis le début des violences. Mais la police, Jean-Charles, reste sur le qui-vive. Une police qui va d'ailleurs obtenir le renfort dès dimanche des soldats de l'armée israélienne. 300 soldats vont être déployés pour prêter main forte ici à Jérusalem, notamment dans les transports en commun, dans les transports publics. C'est des scènes qu'on avait vues déjà durant la seconde intifada, des vigiles ou des soldats qui étaient justement, qui rassurer les citoyens israéliens dans ces transports en civil, des agents pénitentiaires également qui viendront soutenir l'effort de sécurité des policiers israéliens ici dans la ville de Jérusalem et dans la partie ouest, aussi bien que dans la partie ouest. Merci Cyril Amar en direct donc de l'hôpital Hadassah. On reprend donc avec vous cette discussion, Emmanuel Navon, Rafi Walden. On parlait de l'origine finalement de cette vague de terreur. Certains disent que c'est peut-être religieux, lié donc à Al-Aqsa, et qu'il y a... Mais il y a aussi le conflit politique qui demeure. Il y a des aspects religieux justement, et c'est une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas, c'est que certains dirigeants et porte-parole israéliens, ils versent de l'huile sur le feu justement sur l'aspect religieux. Ça, c'est un aspect qu'il faut éviter dans toutes les conditions. Maintenant, Mahmoud Abbas n'est pas un porte-parole Mahmoud Abbas n'est pas un porte-parole religieux. Il est musulman, d'accord, mais il ne représente certainement pas le fondamentalisme islamique. Et ce qu'on risque de faire maintenant, on cible Mahmoud Abbas comme l'ennemi public numéro 1, et ce risque d'arriver une chose très grave, c'est qu'on risque de le détrôner, et ce qui le remplacera, c'est certainement pas un dirigeant palestinien plus modéré et plus pragmatique que Mahmoud Abbas, que ce sera quelqu'un de plus extrême que lui. Ça, c'est un danger qu'on entend. Mahmoud Abbas a fait beaucoup de choses. Les services de sécurité, vous savez qu'on coopère d'une façon remarquable avec les services palestiniens, avec les services de sécurité israéliens, et ça a évité, c'est nos services qui l'ont déclaré ouvertement, que ça a évité beaucoup de victimes de notre côté grâce à cette coopération. Si on regarde aujourd'hui la situation, Emmanuel Navon, est-ce que finalement certains ne sont pas tentés de se dire qu'il faut une séparation totale et que l'État binational qui est de fait acté un petit peu ces dernières années parce que le processus de paix est en panne et qu'on ne voit plus cette solution à 2 États, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que ce serait finalement une situation d'insécurité permanente pour les Israéliens si on restait dans cette situation? C'est exactement ce raisonnement qui avait motivé le retrait unilatéral de la bande de Gaza, en disant on ne peut pas rester ensemble, il faut se séparer. Il y a une certaine logique à cela, mais vous voyez le résultat. On a vu le résultat. Le résultat, c'est que quand il s'est retiré de la bande de Gaza, l'alternative, ça a été des dizaines de milliers de missiles tirés sur les civils israéliens, 3 guerres, des tunnels qui, si on ne les avait pas attrapés à temps l'année dernière, auraient fait des centaines de victimes. Et par conséquent, quand on réfléchit à une alternative, il faut réfléchir jusqu'au bout. Aussi bien pour les questions stratégiques que sur les questions morales. On parlait tout à l'heure de questions morales. Ça aussi, c'est une question qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on dit, quand vous dites par exemple l'occupation est immorale, très bien. Qu'est-ce qui est plus moral? Je vous pose la question. Contrôler la bande de Gaza
ou faire 2000 victimes tous les ans ou tous les 2 ans avec une guerre qui nous est imposée par le Hamas? Ça aussi, il faut se poser la question. Et par conséquent, faire le gros malin en disant « Ah, mais bien sûr, il faut une solution, il faut se séparer, etc. » Mais oui, mais on a déjà essayé, on a vu le résultat. C'est une situation très complexe. C'est une situation très complexe, mais vouloir apporter des solutions simples ou même simplistes, souvent ne fait qu'aggraver la situation. Il faut voir les choses en perspective historique, voir où est Israël aujourd'hui. On parlait de cette conférence tout à l'heure sur le high-tech et l'espace. En perspective historique, personnellement, je suis optimiste. Quand je vois Israël aujourd'hui et je vois le monde arabe, le temps joue pour nous. La situation est complexe, mais ça n'est pas une raison pour essayer d'apporter des solutions rapides et simplistes qui ne font qu'aggraver la situation. Je ne peux pas accepter votre fatalisme que l'histoire doit se répéter. Absolument. Puisque c'est arrivé en 1927, puisque c'est arrivé récemment, ça doit forcément arriver de nouveau. Je crois que nous devons investir beaucoup. Les précédents, il faut savoir apprendre les précédents. Oui, mais il ne faut pas céder aux précédents. Il faut avoir une politique vraiment très avancée et innovative et originale pour que ces précédents ne se répètent pas. Maintenant, vous parlez d'une solution simple. La solution simple et simpliste, c'est celle que le gouvernement israélien conduit, c'est-à-dire que quand un problème n'est pas résolu par la force, alors il faut agir avec plus de force. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de conflits internationaux. Les Français ont vu ça en Algérie, on a vu ça en Afghanistan. Il est impossible de continuer d'opprimer un peuple, 2,5 millions d'habitants dans les territoires en Cisjordanie et 1,8 million à Gaza, de continuer à les opprimer, les Gaza, emprisonner. On est parti déjà. Je vous rappelle que nous ne sommes plus à Gaza. Oui, mais ils sont en prison. Nous ne sommes plus à Gaza, mais nous sommes sur la frontière de Gaza. Et Gaza, c'est la plus grande prison du monde. Non, pas du tout. Écoutez, n'exagérons pas. Non. On a quitté Gaza. Et vous dites qu'on continue de les opprimer. On pourrait parler de Gaza séparément. La situation de Gaza maintenant, c'est un désastre, absolument, je sais sur le plan médical, c'est un désastre humanitaire de première catégorie. Mais nous ne parlons pas de Gaza, nous parlons des 2,5 millions de Palestiniens qui sont opprimés, qui sont sous notre contrôle. Ils sont sous le gouvernement de Mahmoud Abbas. Ils sont opprimés. Ils ont leur propre gouvernement depuis 1995. Ils continuent à être opprimés par la politique du gouvernement israélien, qui confisque leurs terres, qui limite leur confiscation de terres. Des confiscations de terres massives qui ont été faites dans Vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple. Très important. Un exemple. Je n'ai pas une carte à vous montrer. Vous ne pouvez pas faire des accusations sans des preuves. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres dans tous les villages que je visite pendant le musée médical. On me raconte, on me montre. On vous raconte. Oui, d'accord. Vous voulez dire qu'on a confisqué aucun territoire des paysans palestiniens? Non, vous exagérez. Vous vraiment. reviendrez tous les deux promis. Rafi Walden, Emmanuel Navon, merci. Nouveau journal dans un instant. On se retrouve dans 10 minutes pour parler économie, notamment. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct et on va s'intéresser à l'actualité économique à présent. C'est avec vous Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Alors tout d'abord une entrée tonitruante annoncée en bourse, celle de Deezer, c'est de la musique. Effectivement, en fait Deezer c'est une start-up qui fait du streaming musical. Elle va notamment rentrer en bourse de Paris et espère lever près de 300 millions d'euros, présenter 30% de son capital, ce qui valorise la société à 1,1 milliard d'euros. Deezer est présent dans 180 pays, a déjà 6 millions d'abonnés. C'est un marché, le streaming extrêmement concurrentiel. Spotify a 25 millions d'abonnés, le numéro de Pandora près de 15 millions et surtout Apple vient de rentrer sur le marché et a déjà 3,5 millions d'abonnés. Voilà, 1 milliard d'euros, c'est quand même assez considérable pour donc cette start-up, vous le disiez. Alors Lionel, on va maintenant partir en Chine et Pepsi va s'attaquer à un nouveau marché qui n'a rien à voir avec celui des boissons ou de la nourriture, celui du portable. Effectivement, assez surprenant. Pepsi rentre en Chine pour vendre des téléphones portables. Avec sa marque, son logo, c'est évidemment une licence. Mais tout ça, ils vont notamment utiliser la plateforme Android de Google. Ils vont vendre le téléphone à peu près à 200$. L'idée, c'est de se rapprocher de ces jeunes connectés et justement d'avoir la marque Pepsi qui puisse regarder tous les jours. Voilà, ça c'est une façon aussi de faire un petit pied de nez à Coca-Cola. Alors, Google, lui, revient également sur le marché chinois. Alors effectivement, puisqu'il avait quitté en 2010, les relations entre Google et Pékin ont toujours été mauvaises. Cette fois-ci, depuis la semaine dernière, les services notamment de Google Earth et Maps sont disponibles en Chine. Le Gmail, la messagerie n'est pas encore disponible, ni le Search n'est pas encore disponible. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que Google va adapter ses services, notamment pour son service de téléchargement Google Play, au service chinois. Mais il faut savoir
voir que véritablement les relations sont orageuses. À titre d'exemple, le président chinois, le mois dernier, était aux États-Unis en visite, en rencontrant l'ensemble de la high-tech américaine, notamment Microsoft, Amazon et tous les grands groupes et tous les PDG. Ils ont fait une photo de famille et il manquait évidemment le PDG de Google. Ah ben voilà, donc là maintenant ils vont revenir en Chine. Alors, des nouvelles du scandale Volkswagen qui n'est pas terminé, loin s'en faut, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, le constructeur allemand a annoncé qu'il allait rappeler 8,5 millions de véhicules à travers toute l'Europe, évidemment en lien avec ce fameux logiciel illégal. C'est apparemment une mesure qui a été prise sous la pression du gouvernement allemand. Écoutez. Nous évaluons à 2 400 000 le nombre de véhicules affectés en Allemagne, donc un rappel à grande échelle est nécessaire. Volkswagen va prendre toutes les mesures pour tenir ses clients informés par Cupertino en coordination avec l'autorité fédérale des transports. L'autorité fédérale des transports a ordonné le rappel aujourd'hui de tous les véhicules en circulation en Allemagne et équipés d'un moteur Volkswagen diesel truqué. Le logiciel permettait au moteur de fausser les résultats de tests anti-pollution. Volkswagen doit maintenant retirer ce logiciel intégré au véhicule et prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux réglementations sur les émissions. Alors Lionel, c'est colossal de rappeler autant de véhicules. Alors autant en Allemagne, mais c'est surtout dans l'Union européenne, 8,5 millions de véhicules et on voit simplement que l'État allemand est en train de reprendre le dossier en main et forcer Volkswagen à ce rappel, car Volkswagen avait présenté une feuille de route assez vague. Le rappel commencera à partir de janvier 2016. Bon, et ça va coûter beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, et ça va surtout commencer dans l'Union européenne, aller aux États-Unis, et d'autres pays, notamment la Chine, ont notamment indiqué qu'ils souhaitaient également rappeler ces voitures pour contrôle. Merci Lionel Friedfeld, analyste financier. Donc une affaire qui est loin d'être terminée, le scandale Volkswagen. On évoque à présent cette hotline qui va être mise en place entre Israël et la Russie. Mais ça n'a rien à voir avec la téléphonie mobile. C'est le terme employé aujourd'hui par le ministère de la Défense à Moscou pour évoquer le contact direct qui est établi entre les armées des deux pays afin d'éviter tout incident dans le ciel syrien au moment où les deux aviations sont à l'œuvre en Syrie. Julia Ganancia. Une ligne directe installée entre Moscou et Tel Aviv pour éviter tout incident entre leurs aviations dans l'espace aérien syrien. Lors de sa rencontre en septembre à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait indiqué que les deux pays s'étaient mis d'accord pour établir un mécanisme visant à coordonner leur action militaire en Syrie afin d'éviter malentendus et confrontations. Israël représente une puissance régionale car il se situe dans la région. Évidemment, nous devrions respecter les intérêts de l'État d'Israël. Le pays n'est pas indifférent à ce qui se passe dans son enceinte. En même temps, il y a des questions qui sont sujettes à inquiétude en ce qui concerne les bombardements en territoire syrien. Ceci devrait être un sujet de discussion pour les experts et le travail continuera de manière bilatérale sans qu'aucune structure ne soit créée. Sur le terrain, l'armée russe a affirmé avoir bombardé 32 cibles du groupe État islamique en Syrie ces dernières 24 heures, notamment près de Damas. Israël entend bien rester à l'écart du conflit syrien tout en défendant ses intérêts. Selon des sources concordantes, Israël a lui-même effectué plus d'une dizaine d'attaques aériennes en Syrie depuis 2013, notamment contre des transports d'armes destinés au Hezbollah libanais. Le Hezbollah, ennemi d'Israël, combat en Syrie aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad. Mais avec le début des frappes russes en Syrie le 30 septembre, l'espace aérien est de plus en plus encombré et les risques d'incidents sont croissants. Sur le modèle de ce qu'ils ont mis au point avec les Israéliens, les Russes cherchent également à finaliser un accord avec l'armée américaine. Voilà, et d'ailleurs, il y a eu cet entretien, donc Kerry Lavrov aujourd'hui, pour tenter de rapprocher les deux positions russes et américaines dans le ciel. En tout cas, pour Israël et la Russie, tout semble donc se dérouler sous de bons auspices. On est en ligne justement avec Sarah Feinberg, qui est spécialiste de la Russie à l'INSS, l'Institut national d'études sur la sécurité. Bonsoir Sarah Feinberg. Bonsoir Jean-Charles. Alors, cet accord trouvé entre la Russie et Israël, entre Moscou et Jérusalem, c'est la preuve que le climat politique est bon déjà entre Poutine et Netanyahou? Le climat politique n'est pas bon, le climat politique est très ambivalent. La Russie sait parfaitement qu'Israël pourrait, si vous voulez, détruire en un coup de frappe militaire le jeu
que la Russie est en train de jouer en Syrie, et les Russes se méfient beaucoup du rôle que pourraient avoir les Israéliens. C'est pour ça qu'ils sont, ils sont pour une véritable coopération militaire, et que cette ligne rouge entre Jérusalem et Moscou a été instaurée aujourd'hui. Les Russes savent également qu'Israël voit d'un très mauvais œil cette bénédiction supplémentaire que la Russie donne à la présence iranienne en Syrie, en permettant au régime de Bachar el-Assad non seulement de survivre, mais d'accroître, si vous voulez, les territoires de la petite Alaouistan, puisqu'il s'agit pour les Russes de créer une continuité territoriale entre l'État alaouite et le futur État kurde, ou les régions kurdes de la Syrie d'aujourd'hui. Et Israël craint beaucoup ce renforcement de ce triangle néfaste pour notre pays, qui est le Hezbollah, l'Iran et la Russie. Alors, ce qui est étonnant, et vous le disiez, vous l'évoquiez un petit peu, Sarah Feinberg, c'est que finalement, les Russes et les Israéliens vont coopérer dans le ciel syrien, alors que parfois, l'armée israélienne va viser des positions de l'armée d'Assad que défendent les Russes. Tout à fait, Jean-Charles. En fait, il y a une forme d'accord tacite qui existe entre Israël et la Russie, qui n'est écrit dans aucun accord officiel, mais les deux armées... si vous voulez, travaillent selon cette compréhension de la situation. Les Russes acceptent que les Israéliens frappent des livraisons d'armes russes ou iraniennes au Hezbollah lorsque ces armes sont sophistiquées. Lorsqu'il s'agit d'armes anciennes qui ne présentent pas de danger imminent ou qui présentent des dangers gérables à l'heure d'aujourd'hui par Israël, généralement les Israéliens ne bombardent pas, mais les Russes ferment les yeux, tout simplement parce que Israël est un pays qui peut documenter au monde entier l'origine de ces armes, et la plupart de ces armes sont de production russe. Et la Russie n'officialise pas, si vous voulez, sa livraison d'armes au groupe terroriste du Hezbollah. Comment les États-Unis voient-ils, Sarah Feinberg, cette coopération finalement entre la Russie et Israël sur un plan militaire en Syrie? D'un mauvais œil. D'un côté, ils acceptent avec plaisir ce qu'on appelle de deconfliction mechanism, ces mécanismes d'allègement du conflit ou de prévention du conflit. Et du reste, ils sont en train d'en établir un avec les Russes, malgré les tensions que l'on connaît. D'un autre côté, ils voient ça, si vous voulez, dans ils le perçoivent comme un espèce de vol de la Russie de leurs alliés au Moyen-Orient. Vous savez que les Russes ont adopté une politique de séduction assez efficace à l'égard des pays sunnites, pays alliés des États-Unis, en signant toutes sortes de contrats, en particulier des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie et d'autres alliés. Et pour eux, ce rapprochement avec Israël, ce dialogue avec Israël fait partie de cette stratégie de vol et d'instrumentalisation, si vous voulez, du retrait américain de la région. Merci beaucoup Sarah Feinberg pour cette analyse complète donc, de cet accord étonnant, inédit en tout cas, passé entre Israël et les Russes pour se partager en quelque sorte le ciel syrien. Sarah Feinberg de l'INSS, l'Institut national de la sécurité, d'études sur la sécurité nationale. Merci à vous. Et justement, les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient bien l'intention de se retirer d'Afghanistan, mais beaucoup moins rapidement que prévu. Compte tenu de la situation sur le terrain, Barack Obama va laisser plus d'hommes que prévu. Il ne devait en rester pas plus de 1000 à la fin de l'année prochaine. Eh bien, ils seront plus de 5000 en raison des difficultés que rencontre l'armée afghane, notamment face aux talibans. L'annonce a été faite tout à l'heure de manière très solennelle à la Maison-Blanche. Et justement, en lien avec la situation en Afghanistan, il y a cette plainte déposée aux États-Unis contre les auteurs du programme de torture mis en place par la CIA contre les membres du réseau Al-Qaïda. C'est la conséquence des attentats
l'attentat du 11 septembre. On va en parler avec notre correspondante à New York, Danielle Ziri. Bonsoir Danielle. Plainte qui vise les psychologues américains qui ont mis au point ces techniques d'interrogatoire. Oui, Jean-Charles, une plainte qui vise 2 psychologues américains. Il s'agit de James Mitchell et de John Bruce Jessen. Alors, ces 2 psychologues auraient été employés par la CIA après les attentats du 11 septembre 2001 à New York pour développer de nouvelles techniques d'interrogation pour la CIA pour interroger des suspects d'actes terroristes. Alors, il faut dire que ces techniques sont très controversées. On les appelle les Enhanced Interrogation Techniques, les techniques d'interrogatoire renforcées. Elles sont controversées puisqu'elles incluraient certains actes de torture, notamment qui consisteraient à empêcher le suspect de dormir, le jeter contre les murs, le gifler, mais aussi une méthode qui a fait beaucoup de polémiques aux États-Unis, ce qu'on appelle le waterboarding, qui est en effet une simulation de noyade où on empêche la personne de respirer avec de l'eau. Alors il faut dire que James Mitchell, l'un de ces 2 psychologues, avait déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs. Selon certains rapports, ce serait lui qui serait l'architecte de ces méthodes, le cerveau derrière ce programme interrogatoire de la CIA. Ça n'a jamais été confirmé. Bien sûr, la CIA n'a jamais parlé officiellement de son rôle dans le développement de ces méthodes. Il y a eu un rapport du Sénat il y a environ un peu plus d'un an, qui parle effectivement de 2 psychologues qui auraient été employés pour développer ces méthodes. Ça n'a jamais été confirmé. Les noms de ces psychologues n'ont jamais été mentionnés dans le rapport non plus. Donc ça reste des rumeurs pour l'instant. Il faut dire que ces méthodes d'interrogatoire très sévères, que certains appellent même barbares, avaient été complètement justifiées par l'administration de George W. Bush après les attentats de 2001 et aussi pendant la guerre en Irak et en Afghanistan dans les années 2000. C'est lorsque le président Barack Obama est entré dans la Maison-Blanche en 2008 que le débat a été relancé. Il a appelé ces techniques une erreur de la part du gouvernement américain et aujourd'hui, vous voyez, nous avons cette plainte contre les 2 psychologues qui seraient derrière ces méthodes. Alors Daniel, il faut dire un mot des plaignants qui sont justement d'anciens détenus de Guantanamo. Oui, alors à l'origine de cette plainte sont 3 suspects, 3 détenus, anciens détenus de la CIA en Afghanistan. Il s'agit de Suleiman Abdullah Salim, qui lui est de Tanzanie. Il a été détenu pendant 5 ans en Afghanistan par les États-Unis. Il a été relâché ensuite. Il vit aujourd'hui à Zanzibar. Mohamed Ahmed Bensoud, qui lui est libyen. Il a lui aussi été détenu en Afghanistan par les États-Unis pendant 2 ans, de 2003 à 2005. Il a ensuite été relâché en Libye où il a été recapturé par les forces de Kadhafi. Et il y a aussi un 3e détenu sur cette liste, Gul Rahman, qui lui est afghan. Il est mort pendant sa détention par les États-Unis en Afghanistan. Sa mort serait due donc à ces sévères techniques d'interrogatoire selon les rapports. Sa famille le représente dans cette plainte. Il faut dire que cette plainte a été déposée au nom de ces 3 détenus par une association américaine, l'Association des libertés civiles, qui souhaite veiller à ce que les États-Unis respectent des principes de morale et d'éthique dans ces situations-là. Merci Danielle Ziri, correspondante à New York Day 24 News, à propos donc de cette plainte inédite déposée contre des psychologues. Psychologie également, il en faut beaucoup en ce moment pour comprendre ce qui se passe dans le football européen. Et justement, alors que Michel Platini est désormais suspendu de son poste de président de l'UEFA, le comité exécutif de l'UEFA se réunissait ce soir et il a décidé à l'unanimité de lui maintenir sa confiance. Platini suspendu, je vous le rappelle, en raison de ce paiement suspect d'une commission que lui devait la FIFA à l'époque où il travaillait pour Sepp Blatter. Aucun président intérimaire n'a donc été nommé ce soir par l'UEFA en marque de soutien envers Michel Platini, qui n'a pas encore été jugé sur le fond dans cette affaire. Voilà pour cette information. Dans un instant, nouveau journal complet avec Elsa Nimoun. Bonne soirée.